Alors ici j'arrive chez Maxime et Samuel au verger de Méplo. Voilà, on va parler certainement un peu verger, un peu conditionnement, un peu stockage et puis aussi un petit peu assurance. Allez, c'est parti. Donc Maxime mon voisin, donc je suis agriculteur, donc on est sur Locon et je suis associé avec mon frère sur la ferme, donc les vergers de Méplo. Donc on a 16 hectares de pommiers et de poiriers. Et aussi on fait des fraises et des tomates et un peu de grande culture. D'accord. Ouais. Donc Installé récemment, enfin, tu as l'air assez jeune quand même. Ouais, j'ai repris la ferme, on a repris la ferme derrière notre père il y a une dizaine d'années. Donc on a essayé de développer un peu le maraîchage avec les fraises et les tomates. D'accord. Et puis d'agrandir aussi un peu en pommier, en poirier. Et la surface, c'est parce qu'elle était limitée que vous êtes parti plutôt dans ces orientations-là? C'est historique peut-être Il y avait déjà une belle surface de pommier qu'on a encore développée pour développer encore un peu plus la vente directe. Et puis, ouais, ça fait une paire de tonnes quand même en production, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais, on produit à peu près 600 tonnes de pommes et 200 tonnes de poires. 150 à 200 tonnes de poires. 600 tonnes, ça fait combien de camions ça 30 camions, non? Ouais. Et en tarte, beaucoup. Ça fait quelques tartes à la pomme. Ouais. Tarte à la poire, je sais pas si c'est bon. Ah, non mais ouais, c'est impressionnant. Et par rapport à des vergers classiques, j'ai pas de notion de dimension, c'est grand? Nous on vend beaucoup en direct, donc pour un verger en vente directe c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais après il y a des vergers qui vendent beaucoup aux coopératives, et là il y a des vergers qui font une centaine d'hectares, ouais. Même plus que ça, dans le sud de la France surtout. Et vous êtes combien alors à travailler ici? Donc on est 2 associés sur la ferme, et puis après il y a 5 salariés à plein temps. D'accord, ouais, plein temps. Ouais. Et c'est une occupation toute l'année Les pommes, ça nous prend la vente tout l'hiver, ouais. La culture l'été, et puis les fraises et les tomates, ça nous occupe pour la vente l'été. Le côté stockage, ça m'intéressera aussi d'aller voir après, parce que stockage, conservation, c'est un point crucial. Conservation des pommes, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, okay. On est en train de terminer la saison de pommes, donc les pommes qu'on a cueillies au mois de septembre. On peut voir un petit peu, faire un petit tour, que tu m'expliques comment ça fonctionne? Ouais, donc en gros on taille les pommiers l'hiver, au mois de janvier, février. Tiens, une première question de saison, il y a eu des problèmes de gel ici ou pas? Nous ça va, on s'en est bien sorti parce qu'on a des tours anti-gel. Peut-être que le drone va aller voir. D'accord. Ah oui, d'accord, tu as de la ventilation. Ouais, c'est ça. Donc c'était surtout une nuit où il y a bien gelé. Et là, le but du jeu, c'est d'envoyer de l'air pour brasser l'air. Ouais, ça ramène l'air chaud qui est en hauteur au sol. Parce que c'est plus froid à ras du sol, et donc ça permet de brasser, et ça fait gagner quelques degrés qui évitent la gelée. C'est ça. Donc on a fait ça, puis on avait brûlé de la paille cette nuit-là, et ça a permis de sauver la récolte. Vous n'avez pas intoxiqué les voisins, non? Non, ça va. Ça va. Non, du coup, non, ça va. Normalement, ça s'annonce pas mal. Ouais. D'accord. Donc, on taille l'hiver les pommiers, et ensuite, au printemps, on éclaircit, en fait. On fait tomber quelques pommes sur les arbres pour que les autres elles grossissent. Donc là, au stade où on est, là, on va commencer à le faire. Donc on retire quelques pommes pour que les autres grossissent bien et pour qu'on ait des beaux fruits. D'accord, donc c'est quoi? C'est ce qui est petit comme là? Ouais, voilà. Ouais. Ça tombe tout seul en plus? Ouais. Ça y est, je commence Alors là, ça se fait uniquement manuellement, ou tu as des machines qui peuvent le faire? Il y a des machines qui le font, mais on n'est pas équipé. D'accord. Ouais. Et sinon, ça se fait manuellement. Et ça va pas devenir assez gros pour être commercialisable, j'imagine? Non. D'accord. Celle-là, elle serait peut-être tombée toute seule, je pense. Ouais, tu sens qu'il y a des trucs qui sont vraiment très fragiles, quoi. Ok. Donc les filets au-dessus, c'est pour éviter les dégâts des grêles. D'accord. Si on a des orages... C'est pas pour les insectes alors? Ah non, c'est uniquement contre la grêle. Ah, contre la grêle. Ouais. Si on a des orages, ça évite qu'il y ait des impacts sur les pommes, s'il y a des orages de grêle.
Ah d'accord, tu vois, moi je pensais que c'était quand on voyait défiler comme ça, je pensais que c'était insectes. Et là, toutes les variétés sont identiques ou vous avez beaucoup de variétés? Bah non, comme on fait pas mal de ventes directes, ouais, on a vraiment pas mal de variétés. Donc en tout, on en a une trentaine. Ah, 30 variétés différentes? Ouais, c'est énorme. Mais bon, et principalement, il y a la Jonah Gold, la Boscop. Et tu as des nouvelles variétés qui arrivent un peu dans le marché, qui changent un peu la donne ou pas? Oui, il y a des variétés qui sont un peu mieux, surtout en conservation et en goût aussi. D'accord. Des variétés comme la Dino, la Mariella, c'est des nouvelles variétés qui sont vraiment pas mal. Mais combien de temps il faut pour implanter un nouveau pommier? Bah, il faut, pour que le pommier soit en pleine production, il faut 5 ans à peu près. D'accord. Mais bon, déjà la 3e année, ça commence à être... ouais, c'est comme la vigne, faut quand même... puis il faut renouveler de temps en temps? Ouais, bah, notre plus vieux verger, là, il y a une trentaine d'années, mais bon, il va falloir qu'on commence à penser à le renouveler. Ouais. D'accord. 30 ans, ouais, vous tenez moins longtemps que la vigne, a priori. Là, on a un peu de poirier. Là. Ah, d'accord. La différence entre une pomme et une poire, c'est la forme? Non, ou le goût? Je savais pas que les poires, elles poussaient en l'air au départ. Bah si, ça pousse comme ça, et puis ensuite elle va basculer. Elle va descendre. Avec le poids. Ouais. C'est comme les bananes. C'est ça. Et ici, a priori, vous désherbez pas? Bon, si. On désherbe sur le rang. Sur le rang. Ouais. Dans l'allée, on désherbe pas. Non. Et ça, c'est depuis tout le temps ou c'est des nouvelles pratiques? Bon, on l'a toujours fait. On a toujours laissé l'herbe sur le rang. Bon, ça permet... Comme ici, on a une terre assez argileuse, au moment de la récolte, c'est souvent très gras. Et du coup, ça permet de porter un peu les tracteurs et les engins. Quoi. Ouais. Il y a un intérêt d'espèce ouais, bon, ça... C'est un peu, c'est bien pour la biodiversité aussi. Les abeilles, elles ont, comme là en ce moment il y a du trèfle, elles ont tout le temps à manger, il y a tout le temps du pollen quelque part. C'est d'avoir des abeilles sur l'activité herbo. Ouais, bah, surtout au printemps quand les arbres sont en fleurs. Ouais. Ouais, c'est vraiment important d'avoir des abeilles sur le verger. Enfin, nous on a deux apiculteurs qui laissent leurs ruches. Du coup, sur le verger, il y a une trentaine de ruches. Et en plus de ça, on rajoute des ruches de bourdons. Parce que les bourdons, ils travaillent vraiment quand il fait froid, ils travaillent aussi. Et cette année, comme il a fait assez frais au printemps... Ah ouais, si tu avais attendu après uniquement les abeilles, elles sont trop... été un peu... Enfin, pas fainéantes, mais elles n'ont pas les mêmes critères de température pour se mettre en route. Ouais, c'est ça. À 10 degrés, le bourdon, il travaille, l'abeille, il faut un peu plus que ça. Au 12, normalement, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Donc voilà en pommier, du coup donc là cet été on va éclaircir et ensuite la récolte, les premières pommes qu'on récolte c'est aux alentours du 15 août, les premières variétés. Et là vous embauchez des saisonniers Ouais, au mois de septembre, au moment de la grosse récolte. Septembre-octobre on prend beaucoup de saisonniers. Et il faut combien de personnes pour suivre la récolte? Bon, en tout, on est 15 à peu près. Bon, déjà sur la ferme, il y a 5 personnes à plein temps, donc plus moi et mon frère, donc on prend à peu près 7-8 saisonniers. Mais bon, tous les ans, ce sont les mêmes qui viennent. Ouais. Alors ici, tu es dans les serres de tomates alors, pleine terre. C'est ça, donc tomates de pleine terre. Donc on plante ça... le 15 mars à peu près, et bon là on vient de commencer la récolte juste maintenant. C'est des tomates grappes celles-ci? Ça c'est de la tomate cerise. Tomate cerise, ouais, ouais, d'accord. Qu'on vend en barquettes. On fait des barquettes en mélange. Là-bas on a des variétés de tomates jaunes, des tomates noires, les allongées. Donc ça permet de diversifier un peu pour le client, quoi. Et là ici le travail c'est... Bon là actuellement là c'est surtout comme ça pousse beaucoup là, avec les journées qui sont longues et le beau temps, donc on retire les gourmands, donc ouais, tout ce qui va se retrouver entre deux, ouais, c'est ça, ce qui sert à rien. Donc on retire les gourmands et puis ensuite on vient clipser la tige sur la ficelle. C'est là que tu finis la journée avec les mains bien vertes, noires, ouais, c'est ça. ou noires carrément, ouais.
Ok. Et alors pourquoi pleine terre plutôt que... C'est une question de goût, ça donne... Ça donne plus de goût, oui. Bon, puis après, nous, on a toujours fait comme ça et ça se passe très bien. D'accord. Bon, c'est une demande de la clientèle aussi. Oui, aussi. Bon, après, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, je pense que la terre va plus forcément les accepter. Ah oui. Donc il faudra peut-être qu'on modifie, mais... Il faudra refaire une serre à côté puis mettre autre chose dedans. Ouais, je sais pas. Il faudra qu'on y réfléchisse. D'accord. Ouais, et du coup, on met aussi pas mal de bourdons pour polliniser les fleurs. Donc, dans les tomates, chaque fleur, il faut qu'elle soit pollinisée par un insecte. Et donc, comme il y a peu d'insectes qui rentrent dans les serres, comme tout est bien fermé, donc on y met des ruches de bourdons. Et chaque bourdon passe sur une fleur. Alors, le fait d'être fermé en serre, ça permet d'éviter aussi les maladies comme le mildiou, des choses comme ça. Ouais, comme elles ne reçoivent pas d'eau de pluie donc sur les feuilles, elles ne sont jamais infectées par le mildiou, donc ça nous évite de traiter. Pas de traitement du tout mildiou, quoi. Après, quand ça arrive qu'on ait du puceron, donc là on met des insectes auxiliaires qui viennent parasiter les pucerons. D'accord. Et après, alimentation goutte à goutte, raisonnée entre guillemets au pied de la plante, quoi. On y met, on met un peu d'engrais pour subvenir aux besoins de la plante pour que ça pousse correctement. Librement. Alors c'est ce que tu vas utiliser avant tes traitements, c'est ça? Ouais, en fait, chaque produit qu'on utilise, il y a un pH, soit acide, soit basique ou neutre. Et du coup, la machine va préparer l'eau qu'on va mettre dans le pulvérisateur, donc elle va la mettre dedans, elle va déminéraliser l'eau. Ouais. Donc le produit, ça va lui permettre de vraiment prendre toute la place dans le liquide. C'est pas de l'eau calcaire ici? Non, c'est pas de l'eau calcaire. Mais pour l'instant, c'est minéral, quoi. Ouais. Mais c'est de l'eau d'étang, là. C'est de l'eau d'étang, d'accord. Donc ça permet de déminéraliser l'eau, et en plus ça la chauffe avec la chaudière. Donc ça la met à la bonne température pour que le produit ne soit vraiment pas dégradé dans le tu évites de dégrader parce que tu as le même pH que le produit. Ouais. Parce qu'on sait par exemple que certains produits sont dégradés en moins de 24 heures dans l'eau, très rapidement. Tu mets la bonne température pour qu'il y ait, j'allais dire, au moment de la pulvérisation, ce soit aussi dans les mêmes conditions que ce qu'on pulvérise à peu près. Et puis après, ça permet aussi au produit de bien se dissoudre dans l'eau. D'accord. Enfin, c'est comme un sucre dans un café en fait. Quand le café est froid, ça va pas bien. L'eau, c'est pareil. Ouais, ça va mieux à laver à l'eau chaude qu'à l'eau froide, par exemple. Et donc, ça, plus la conductivité aussi de l'eau. Ça augmente la conductivité de l'eau et du coup, ça pénètre mieux dans la plante. Et donc, coup, objectif, on réduit les doses. On divise les doses par deux. Tu divises les doses par deux? Sur une grosse partie des traitements. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est souci économique, écologique, les deux? Les deux, ouais. Bon, après, c'était écologique et puis économique, c'est intéressant aussi, c'est sûr. En divisant la facture de produits phyto par deux, c'est pas mal. Alors ici, on est dans les serres de fraises. Ouais. Ça, c'est ton frère qui... C'est ça? Qui s'en occupe, ouais. D'accord. Bon, là, on n'est pas en pleine terre parce que se baisser pour ramasser les fraises, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire. Ouais, c'est déjà une raison. Après, pour trouver du personnel, c'est plus facile aussi. Ouais, non, mais quand je dis ça, c'est pas seulement l'exploitant l'agriculteur, c'est aussi... J'ai le droit de goûter? Ouais, allez-y. Et après, puis ce matin, je goûte, moi. Au niveau du fruit en lui-même, le fait qu'il touche jamais le sol... on a un fruit qui est quand même plus beau que un fruit qui vient de prendre la pluie ou qui est souvent sur la terre, quoi. Mais c'est pas du substrat, c'est quand même de la terre ou c'est un pot de la spécifique? tourbe. De la tourbe. Ouais. C'est de la tourbe qui est... En fait, on a un système d'irrigation qui arrose en fonction des températures et de la luminosité. D'accord. Ouais. Mais là, le travail à effectuer ici, maintenant, c'est la cueillette. La cueillette, ouais. Donc là, ça c'est une variété de saison, donc là on va les cueillir. Mmh. Et ensuite, une fois que ça sera cueilli, on supprime les plants et on vient les remplacer au mois de juillet.
Ça va donner une première fois un petit peu au mois de septembre et puis beaucoup plus au mois de mai de l'année d'après. Bon, je participe un peu au travail. Hein. Alimentation aussi en eau, forcément en goutte à goutte. Bien dosée, entre guillemets. C'est ça. Ouais, c'est assez chaud quand même ici. Hein. Et la musique, c'est pour les salariés ou c'est pour les fraises? C'est pour les salariés. Alors après, on ne sait pas, hein, peut-être que les fraises aiment bien aussi. Et là, rien que pour les fraises, vous avez combien de personnes qui bossent à la cueillette? Bon, il y a 4 personnes qui sont là tous les matins. D'accord. Ouais. Ouais, ça fait... Et là, ça démarre à 6 h, non? Je me trompe? 6 h, ouais. Quelque chose dans le genre, pour que ce soit... Bon, pour essayer de finir avant qu'il fasse vraiment trop chaud, quoi. Ouais. Et à cette époque-ci, qui est vraiment trop chaud, c'est quoi? C'est 11 h, midi? Ouais, 11 h. 11 h? C'est bien, 11 h. Ouais, midi, ça doit commencer à taper. Ouais, c'est sûr. Ouais, et là, beaucoup de variétés différentes aussi? Bon, enfin, c'est surtout 2 variétés. La Dark Select, hein, donc c'est une variété de saison qui produit principalement au mois de mai. Et après, il y a l'Annabelle, hein, c'est une remontante. Donc elle produit tout l'été en fait. D'accord. Pas de gariguette? Non, non, non. Et là, le marché de destination, c'est quoi alors? Bon, c'est que de la vente directe. Que de la vente directe. J'étais au marché d'Arras ce matin. Du coup, on vend nos fraises. Alors ici, au niveau installation électrique, c'est quand même assez important. Donc on est venu avec ton partenaire voilà, pour l'assurance. Et toi, tu avais remarqué quelque chose, il y avait eu un souci, c'est ça? Et d'accompagner aussi un agriculteur voilà. dans son activité, c'est aussi l'aider à prévenir les accidents, les incidents? Alors oui, donc nous, quand on a fait l'approche assurance, donc on s'est vu, on a fait le point déjà, on a fait un gros travail de réévaluation de ce qu'on appelle le capital contenu. C'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les bâtiments, on a fortement réévalué parce que quand les frigos sont pleins, quand tout est en stockage, si on imagine un incendie à ce moment-là, ça peut faire des dégâts qui sont c'est là colossaux. Où tu n'avais pas forcément évalué la valeur réelle de tout ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur et si jamais tout brûle, quelle somme tu vas récupérer? Parce qu'on n'avait pas, avec notre ancien assureur, on n'avait pas réévalué chaque année. En fait, nous, on s'est installé il y a une dizaine d'années et depuis, ça a pas mal évolué. C'est vrai qu'on n'avait pas refait le travail de réévaluation de stockage. Le fait qu'on soit en étude, ça a permis justement de faire cette réévaluation à ce moment-là, hein, parce qu'effectivement, ça peut avoir plus qu'une importance si jamais il se passe quelque chose. Et après, le deuxième point important, c'est qu'on a mis en place, quand on a fait l'assurance, on a mis en place une vérification des installations électriques. Ouais. Donc en partenariat avec la compagnie, avec Gain Assurance et aussi avec un organisme qui s'appelle de contrôle vérificateur, en l'occurrence Socotec. Et je remercie d'ailleurs Frédéric Dehaene qui était venu faire faire venir ici sur le terrain faire l'analyse. Par contre, on a fait ce qu'on appelle une thermographie infrarouge. Donc c'est une espèce de pistolet? Voilà, c'est ça. C'est ça? Donc c'est une caméra thermique et ça permet d'identifier des rayonnements, des sources de chaleur. Des points de chaleur. Des points de chaleur. À travers un appareil, il va repérer un point de chaleur. Enfin moi je l'ai déjà vu faire sur du photovoltaïque parce qu'on le fait encore assez souvent parce que c'est en plus c'est du monophasé, non c'est des conneries. C'est du courant continu et pas d'alternative donc il chauffe beaucoup plus. D'accord. Là tu as un gros risque aussi quoi. Il y a des gros risques. Ouais, de pouvoir vérifier ça. Et là vous avez repéré quoi alors? Et donc là le fait de passer la caméra infrarouge, ça a permis de détecter un fil qui était en train de fondre au niveau d'un boîtier électrique. Donc ça veut dire que le reste autour aurait pu fondre et puis après encore plus loin. Ça aurait pu, plus loin. Donc on avait identifié, on s'en souvient, c'est vrai que tout le monde avait été surpris et le vérificateur, donc Frédéric était content entre guillemets de dire oh là attention on a détecté, je me souviens de sa réaction, un point très chaud puisque ça chauffait à je sais plus 180 degrés, quelque chose comme ça. Donc il y a forcément une source de chaleur qui aurait pu provoquer un début d'incendie, voire plus. Donc le fait de faire cette prévention, ça permet au moins de limiter en prévention, de limiter... donc conseil de prévention, essayer de vérifier. Après la vérification des installations électriques, moi je le fais parce que je suis en ERP, centre équestre, mais c'est vrai qu'en agricole,
c'est pas encore tellement une habitude, quoi. C'est vrai, mais que ce soit en agricole ou dans d'autres domaines, c'est pas systématique. Autant les extincteurs, c'est un réflexe qu'on retrouve pour tout le monde, alors que la vérification électrique, généralement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et c'est pas toujours dans les pratiques. Alors, en insistant sur ce point-là, vérification électrique, alors c'est d'une part pour l'assureur, hein, bon, selon le... On suppose que l'assureur est bien content si on risque moins d'avoir rembourser un dégât, quoi. Et le client aussi, si ça peut lui permettre d'éviter de subir un sinistre, forcément, c'est pas ce qu'on recherche. C'est pas le but. Mais c'est aussi la vérification électrique. Quand on a des salariés, ça fait aussi partie des obligations en tant qu'employeur. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'y penser et de le faire régulièrement. Le petit message prévention. Petit message prévention. Bah écoute, merci Jérôme de nous avoir fait découvrir cette belle exploitation. Merci pour cette découverte, c'est vraiment sympa. Moi je ne connaissais pas du tout le côté verger dans le côté agricole. C'est une activité agricole comme une autre, quoi. Ah oui, c'est une activité où on s'ennuie jamais. Donc c'est bien une activité agricole, on est d'accord sur la définition. Merci d'avoir trouvé un créneau. Merci de t'être libéré un petit peu, et puis on va pas te retarder plus longtemps. Je pense que tu as encore du boulot et puis peut-être un week-end quand même, un peu de temps en temps. On va retrouver les enfants et la famille. Ça marche, merci bien. Merci à vous. Bon, Luc, tu fais partie des partenaires du co-farming pour le co-farming tour. Alors merci. Alors tu travailles pour les assurances GAN, c'est ça? Voilà, donc GAN Assurance, on est assureur agricole entre autres, et moi je m'occupe du marché agricole. Alors il y a un peu de bruit parce qu'on est en plein dans les culturales. D'habitude l'interview tracteur je le fais en roulant, mais là on n'a pas le droit de se déplacer, donc je vais le faire à l'arrêt. Ça changera un petit peu, mais ça n'empêche que ça reste une discussion qui doit se faire, j'allais dire, tout à fait naturellement. Est-ce que tu peux présenter un petit peu les assurances GAN par rapport à l'agricole? Comment ça fonctionne? Bah écoute, donc GAN Assurance, on est une compagnie d'assurance qui est présente depuis un certain nombre d'années sur le marché. On est une des plus anciennes compagnies françaises en fait. D'accord. Sous le nom GAN, mais on a eu d'autres noms dans le passé. Et notre particularité, c'est que en fait, on travaille exclusivement avec des agents généraux. Donc, qui sont des agents GAN, qui sont des agents implantés localement, qui sont des indépendants et qui ont un mandat d'une compagnie, en l'occurrence GAN Assurance. D'accord, donc ce sont des gens qui sont situés dans un secteur, qui sont agents indépendants, qui s'assurent auprès de GAN pour les gros risques, j'imagine. C'est pas qu'ils s'assurent. C'est pas qu'ils s'assurent. En fait, ils sont représentants de la marque GAN dans leur agence et donc sur un secteur. Et d'ailleurs assez souvent en milieu rural, voire très rural, puisqu'on a une implantation, je dirais, traditionnelle dans les régions, un peu sur tout le territoire français. Donc ce sont des personnes qui ont une entreprise, donc qui ne, entre guillemets, comparé à une autre, c'est pas un conseiller qui va changer tous les autant de temps. Tout à fait, ça c'est la grande caractéristique d'un agent. C'est un agent, c'est en général quelqu'un qui est du cru, qui est du coin et qui reste agent général, on va dire 15 ans, 20 ans, voire plus. Et d'ailleurs même dans certains cas, c'est un peu comme les agriculteurs, on est agent de père en fils. On a des fils qui reprennent l'agence de leur père de manière assez courante. Et donc ils ont un vrai ancrage en fait local. Une connaissance de leurs clients depuis de très nombreuses années. D'accord, et donc c'est la relation qui se fait avec cet agent-là, avec éventuellement des personnes qui travaillent pour lui aussi dans son activité, mais on a toujours affaire aux mêmes personnes lorsqu'on est assuré chez vous, quoi. Voilà, c'est le principe au GAN, c'est un interlocuteur unique, donc c'est l'agent général qui est là au début de la relation pour les premiers contacts, le conseil qui va donner, les projets qu'il va remettre pour la souscription, qui après va gérer l'évolution des besoins du client, de l'agriculteur en fonction de l'évolution de son exploitation, en faisant des modifications de contrat. Et puis en cas de sinistre, donc c'est également auprès de l'agent qu'on déclare le sinistre, et c'est l'agent qui gère le sinistre, qui missionne l'expert, qui est présent au moment de l'expertise. Et effectivement, c'est ce principe de l'interlocuteur unique de bout en bout sur toutes les questions d'assurance. Ok, alors on a l'habitude d'avoir ce qu'ils appellent un Marwal quiz, parce que c'est le co-farming, donc c'est toujours un petit peu décalé. Et donc là, pour une fois, je vais pouvoir lire les questions. J'aime bien le Marwal. Bon, si tu aimes bien le Marwal, ça devrait aller. Quand je vous dis agriculture en 2030, donc je pose la question, il y a 4 réponses ou 3, et puis tu me dis celle qui te tente le plus, et puis on débat un petit peu dessus.
quand je vous dis agriculture en 2030, vous pensez A, la permaculture sera la référence. Réponse B, 50% des agriculteurs ont adapté leur bineuse et se sont convertis à la bio. Réponse C, chaque agriculteur a désormais un robot sur sa ferme. Ben, je prends aucune des réponses. D'accord. Parce que je pense que l'avenir, c'est plutôt l'individualisation et il n'y aura pas de solution unique pour tout le monde. Et il y a des agricultures et il n'y a pas forcément une agriculture. Donc oui, il y aura effectivement peut-être un peu de permaculture. Un peu de oui, robots. Il y aura plus de bio, oui, il y aura plus de robots, on commence à en voir. Mais de là à dire que ça va être la solution pour tout le monde, pour moi non. Il n'y a pas de solution unique. Non, on est dans la diversité et dans le choix que chaque agriculteur doit faire aussi par rapport à ce qu'il souhaite faire et par rapport à l'avenir qu'il voit aussi pour lui, pour la région, pour les débouchés. Voilà, je pense que par contre l'importance des débouchés sera de plus en plus, de la maîtrise des débouchés sera de plus en plus importante. Pour un agriculteur aujourd'hui, il doit savoir pourquoi, pour qui il produit. On voit bien le développement des circuits courts. Et voilà, et le fait de produire pour produire, ça sera de moins en moins le cas. Si tant est que ça soit encore le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de modèle en agriculture et on aura encore moins demain. Je pense que pour moi, il y a un modèle, c'est l'adaptation permanente. C'est-à-dire que les agriculteurs ont montré depuis les 30 ou 40 ou 50 dernières années leur capacité extraordinaire à évoluer avec le monde, avec les nouvelles technologies. Voilà, en co-farming, on est vraiment sur les sujets d'innovation et l'agriculture est un des secteurs extrêmement innovants. Mmh. La seule chose qui restera toujours, c'est l'impermanence, comme diraient certains. Tout à fait. Ça bouge tout le temps et ça évolue, quoi. Voilà, tout à fait. Et puis comme on dit en agriculture, le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Donc, oui, c'est vrai aussi. On a aussi besoin la pluie, le soleil, voilà. C'est vrai que c'est toujours ça. C'est toujours ça. Alors, une deuxième question. Pour attirer des jeunes dans le monde agricole et notamment les assurances, à votre avis, il faudrait, réponse A, créer le top chef de l'agriculture pour susciter les vocations. Réponse B, mettre en place un réseau d'influenceurs TikTok. Réponse C, recruter durant les after-work dans les fermes urbaines parisiennes. Oh, les fermes urbaines parisiennes, j'y crois pas trop. Par contre, la référence à TikTok, la référence aux réseaux sociaux, je crois que tu es bien placé pour le savoir. Je pense qu'on est vraiment dans un nouvel environnement et je pense effectivement qu'aujourd'hui, pour attirer des jeunes, que ce soit des jeunes ruraux ou pourquoi pas des jeunes urbains, les réseaux sociaux sont importants et puis surtout montrer la réalité de l'agriculture et puis quand même rappeler qu'être agriculteur, c'est être indépendant, c'est être son propre patron et ça, je pense que ça doit continuer à séduire un certain nombre de jeunes qui peuvent s'orienter vers ces métiers. En ayant conscience que le corollaire de l'indépendance, c'est aussi un certain style de vie et une mobilisation un peu de tous les instants et la dépendance sur les événements. Enfin, voilà, c'est pas une vie de tout repos, mais je pense que c'est quand même des choix de vie qui sont très gratifiants pour les jeunes aujourd'hui. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup, on en a parlé beaucoup pendant le tour, du sens que les jeunes veulent trouver maintenant, veulent donner à leur action. Hein. Ils ne cherchent plus comme avant un travail entre guillemets garanti, qui convient, qui leur permet d'avoir le salaire nécessaire. Ils cherchent certes peut-être un peu de sécurité, mais en tout cas surtout du sens pour leur travail et de déterminer de plus en plus là où ils veulent emmener le monde peut-être, là où ils veulent influencer ou influer sur le monde. Et ça, c'est vrai que c'est important de pouvoir leur proposer en leur disant mais si vous aimez peut-être l'agriculture, mais vous n'y croyez peut-être pas, mais oui, il y a des vrais métiers, il y a du vrai potentiel, il y a des besoins aussi. Je ne sais pas si en termes j'allais dire, d'assurance, vous cherchez toujours des conseillers, si c'est compliqué à trouver ou de plus en plus, non? Alors, nous, donc, nos agents, effectivement, on recrute régulièrement des nouveaux agents. C'est aussi un métier qui est un métier intéressant, un métier exigeant aussi, hein, parce qu'on est indépendant et il y a c'est beaucoup basé sur le contact humain, beaucoup de disponibilité. C'est sûr que si on veut faire 7 heures et des poussières par jour, par semaine, pardon, par jour, 35 heures par semaine. C'est effectivement, c'est pas forcément le métier qu'il faut choisir, mais c'est un métier qui est passionnant, notamment pour le contact humain et puis ce qu'on apporte aux gens, parce que l'assurance, c'est quand même quelque chose qui est essentiel
comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure dans la table ronde, l'assurance, ça permet de sécuriser ses investissements, d'investir et d'organiser une mutualisation de gens qui effectivement mettent ensemble des cotisations et on se sert de ces cotisations pour indemniser ceux qui ont des soucis, qui peuvent avoir des sinistres. Voilà, donc c'est une organisation de la solidarité. L'assurance, c'est plutôt un beau métier, je pense, qui peut attirer les jeunes. Ouais, il faut peut-être le dépoussiérer en disant voilà, l'agent, c'est pas celui qui va aller chercher la cotisation pour avoir le maximum de rentrée. Il faut certainement un équilibre pour que l'entreprise puisse fonctionner, mais c'est surtout aussi aller accompagner des gens, les conseiller comme il faut. C'est vrai que le bon conseil, moi, c'est ce que je vois en assurance. Hein. J'ai toujours adhéré à l'assureur par le conseiller, pas par la marque. Hein. Clairement, c'est vrai que c'est la personne qui va faire qu'à un moment donné, je vais dire, ah ben oui, là j'ai le bon conseil, j'ai ce qu'il me faut, ça me paraît sérieux. Après les produits, les prix, bon ben je vais pas dire que enfin si, pour moi c'est secondaire quand même. Certes, il faut avoir un bon produit et un bon prix, mais en même temps, si le conseil est mauvais, moi je me sauve quoi. Ah ben c'est ce qui fait la différence effectivement, c'est les meilleurs de nos agents sont les agents qui arrivent justement à mettre cette dimension conseil en avant et d'ailleurs souvent ça se manifeste par le fait que les agriculteurs ils mettent en général tous leurs contrats chez le même agent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont cette relation de confiance, ils vont assurer le tracteur, la ferme, les contrats de prévoyance, une partie épargne aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment cette notion d'interlocuteur privilégié pour toutes les questions d'assurance qui fonctionne très bien avec les agents GAN. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur l'assurance ? Eh bien que c'est un métier en perpétuelle évolution puisqu'on accompagne les évolutions de nos clients, donc on évolue nous aussi. Et l'assurance de demain, je dirais, on ne la connaît pas forcément encore, elle se construit un peu au fil des évolutions. Puis il y a une petite particularité en assurance aussi, c'est qu'on n'a pas de brevet de copyright, c'est-à-dire que les évolutions vont très vite. Parce qu'on peut effectivement, dès qu'il y a un nouveau besoin, tous les assureurs assez rapidement vont s'adapter à ce nouveau besoin. Et donc ça va vite, donc c'est plutôt intéressant comme métier. Et c'est vrai que moi ce que je disais, c'est ce que j'ai pratiqué moi pour la CUMA au départ, puis après pour mon exploitation. Le conseil de dire quand on veut être bien assuré, c'est aussi de renouveler ses contacts avec l'assureur. Une fois par an, faire peut-être un checklist complet de tout ce qu'on a, de ce qu'on a fait évoluer, de ce qui bouge dans les garanties aussi peut-être. On a au fur et à mesure de l'âge et de l'évolution de l'agriculteur, on peut avoir des besoins différents, des évolutions de production, des évolutions de contenu dans des hangars, de réglementation et de pouvoir être, j'allais dire entre guillemets, rassuré tous les ans en disant bon, on fait un point, ok, entre deux, peut-être qu'on aura loupé un truc, mais moi je me rappelle d'avoir eu en fin de période quand justement j'ai rencontré l'assureur, j'ai dit purée, j'ai oublié de te dire que j'avais un chariot élévateur chez moi. Bon, certes, ils sortent pas sur l'extérieur, mais pour autant, ça reste quand même un véhicule à assurer. Et de savoir que, voilà, je pense que ça, c'est peut-être le bon conseil, aller voir son agent régulièrement ou provoquer la rencontre lorsqu'il y a besoin, quoi. Faire en sorte que l'initiative vienne de l'agent ou du client, c'est faire en sorte effectivement qu'il y ait ce contact régulier. D'autant plus en agricole parce qu'une exploitation agricole, ça vit, ça évolue en permanence et donc la mise à jour des contrats est quelque chose qui est indispensable. Je pense qu'effectivement, une fois par an, c'est important de faire le point, tout à fait. Oui. Pour ne pas être en sur-garantie. Bon, là, à la limite, on paye un peu trop cher et surtout pas en sous-garantie ou en cas de sinistre, effectivement, on aura une indemnité qui ne sera pas forcément celle à laquelle on s'attendait parce qu'on n'avait pas mis à jour le contrat. Arriver à travailler pour son entreprise et pas dans son entreprise. Oui. Parce qu'à un moment donné, ça permet quand même de faire le point, de prendre un peu de hauteur, comme on l'a dit un peu à la fin de la table ronde, oui. Pour justement être sûr de ne pas louper quelque chose de très important lorsque le sinistre arrive. Sur les sujets de prévention, où effectivement, quand on est le nez dans le guidon, on ne voit pas forcément toujours les choses, où il y a la force de l'habitude et l'œil extérieur de l'assureur qui a une expertise et qui voit aussi passer un certain nombre malheureusement de sinistres. Ça permet de mettre le doigt sur des choses juste qui ne vont pas et qu'il faut corriger en termes de prévention pour le bien de tous. C'est pas qu'on ne veut pas payer les sinistres, mais
même un sinistre bien indemnisé, c'est quand même mieux de ne pas avoir de sinistre du tout. Certainement, certainement. Le meilleur sinistre, c'est celui qu'on n'a pas eu. Voilà. Bon, ok, merci beaucoup Luc pour cette explication. Merci Thierry. Nous, on va continuer notre petit tour et puis bien assuré parce qu'on est assuré chez vous, je pense. Tout à fait, tout à fait. Bon, allez, à la continuité du tour, vous pouvez retrouver le Tour de France tous les soirs, donc en direct sur YouTube, mais aussi en différé, bien entendu, revoir tous les anciens épisodes et puis les tables rondes qu'on a réalisées se trouvent sur la chaîne, ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Allez, à ciao!